Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'armature de biochimie pour les LAS bio. Donc attention, LAS bio et pas hors bio parce que du coup on va voir le programme qui est que pour les bio, même si une partie se ressemble. Donc bonjour tout le monde, moi je vais vous expliquer l'exercice 1 de l'armature. Donc d'abord l'énoncé. Corentin veut préparer un clafoutis aux fraises le plus rapidement possible pour faire plaisir à sa mère. Pour cela, il hésite entre deux enzymes capables de faire monter les œufs en neige, l'enzyme F et l'enzyme L. Il étudie ces deux enzymes séparément, mais en les incubant avec la même quantité de jaune d'œuf, qui est le substrat, de 14,7 mol par litre. Et étudie l'enzyme F incubée avec le substrat et différentes molécules, qui sont la molécule X et la molécule Y, et on représente les résultats sous forme de double inverse. Corentin étudie l'autre enzyme L en versant petit à petit la quantité de substrat et en observant la vitesse de réaction au fur et à mesure, jusqu'à verser toute la quantité de substrat. Donc ça, c'est les résultats des études de Corentin, sous forme de deux graphiques. Donc, deux graphiques qu'il faut commencer par identifier quand on a ça en exercice. Donc on regarde les ordonnées et les abscisses. Là, pour le graphique 1, on a la vitesse en ordonnée et le substrat en abscisse. Donc on en déduit que c'est une cinétique enzymatique. Les cinétiques enzymatiques, c'est la vitesse en fonction du substrat ou la vitesse en fonction du temps. Et ici, on a l'inverse de la vitesse sur l'inverse du substrat, donc c'est une double inverse. Et donc, quand on voit des courbes qui sont des droites sur une double inverse, c'est qu'on a affaire à une enzyme michaélienne. Donc déjà, l'enzyme F, c'est une enzyme michaélienne. Ensuite, là, l'enzyme L, sur une cinétique enzymatique, si on voit une hyperbole, c'est une enzyme michaélienne. Si on avait vu une sigmoïde, ça aurait été une enzyme allostérique. Donc, la réponse à la question 1, quel type d'enzymes sont les enzymes F et L? Ce sont des enzymes michaéliennes. Ensuite, question 2. Quels sont parmi les enzymes X et Y l'inhibiteur compétitif et l'inhibiteur non compétitif? Alors, on a la courbe noire qui est l'enzyme F plus la molécule Y, la courbe bleue qui est l'enzyme F plus la molécule X, et l'enzyme F toute seule, c'est la courbe verte. Pour savoir si c'est un inhibiteur compétitif ou inhibitif, ou compétiteur, compétitif, oh punaise, pardon Émeric. Donc, pour savoir si c'est un inhibiteur compétitif ou un inhibiteur non compétitif, ce qu'il faut regarder, on n'est pas obligé de regarder la Vmax, les paramètres, donc là le 0,8 par exemple, et le Km. On peut regarder tout simplement le Km, ça suffit à lui-même. On sait que les inhibiteurs compétitifs, ils se fixent sur le site actif de l'enzyme, alors que ceux qui ne sont pas compétitifs se fixent à côté. Donc, pour les inhibiteurs compétitifs, ça modifie l'affinité que l'enzyme a pour son substrat, ce qui n'est pas le cas pour les inhibiteurs non compétitifs. Donc si on voit qu'au niveau donc, de l'inverse du substrat, donc là moins 6 et moins 3, qui sont en fait moins 1 sur Km, donc qui représente le Km, on voit qu'il y a un changement, c'est qu'on a affaire à un inhibiteur compétitif. Donc la courbe bleue, qui a un Km différent de la courbe verte, a un inhibiteur compétitif. Donc la molécule X est un inhibiteur compétitif, alors que la molécule Y n'est pas un inhibiteur compétitif. C'est un inhibiteur non compétitif. Ça ne modifie pas le Km. C'est toujours moins 6. Enfin, 1 sur moins 6. Moins 1 sur moins 6, pardon. Je vais y arriver. Donc, la molécule Y, donc ça c'est exactement ce qui est écrit, inhibiteur non compétitif, et molécule X, inhibiteur compétitif. On peut aussi regarder en fonction de la vitesse, maximale, qui pour la molécule Y, qui est un inhibiteur non compétitif, va diminuer, alors que la vitesse d'un inhibiteur compétitif ne diminue pas. La vitesse maximale n'est pas modifiée. La question 3. Donc combien vaut la pente de l'enzyme F seule? Donc on va se servir de ce graphique là encore. L'enzyme F seule, c'est la courbe verte.
La pente, c'est Km sur Vmax, ça c'est une formule à connaître. Donc le Km, c'est moins 1 sur moins 6, et la Vmax, c'est 1 sur 0,8. Donc on calcule ça, et ça nous donne la pente 133 333 minutes. Ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire super attention, c'est les unités. Faire attention qu'on est dans les deux cas en mol par litre, et pas genre qu'il y ait des millimoles en abscisse et des moles en ordonnée. Et puis, là, on écrit vraiment si c'est des secondes, des heures, des minutes. Ça pourra servir ensuite dans les questions qui suivent. Ensuite, malheureusement, si Corentin utilise l'enzyme F pour faire son clafoutis, sa mère lui recommande d'utiliser la molécule Y en plus, afin que la préparation se soulève correctement une fois au four. Donc, ça, c'est juste pour dire que dans les prochaines questions, quand on parle de l'enzyme F, c'est F plus Y et pas F tout seul. La question 4. À quelle vitesse maximale les œufs en neige monteront si Corentin utilise l'enzyme F, sous-entendu l'enzyme F plus Y. Donc sur la courbe, on nous donne, donc sur la courbe, la droite noire là, on a enzyme F plus Y, on nous donne la pente qui est de 3330 heures, qui sont directement à mettre en minutes, parce que depuis tout à l'heure on donne les résultats en minutes, donc il faut continuer là-dessus. Donc on les met directement en minutes. Et des fois dans l'énoncé, c'est ce qu'on va nous demander dans les différentes réponses, on aura en minutes ou en heures ou en secondes. Mais il faut bien passer d'abord les unités, les différents paramètres de la division dans la bonne unité, plutôt qu'à la fin changer l'unité du résultat final. Il faut vraiment changer la pente, puis le km, il faut les mettre dans les bonnes unités avant de faire la division. Le km, c'est toujours 1 sur 6. Donc là, j'ai pas mis l'unité, mais j'aurais dû d'ailleurs, pour vérifier qu'on est dans la bonne unité. Et donc le Vmax est égal au km sur la pente. Ça, on en déduit de cette formule-là, qui est la pente km sur Vmax, égale km sur Vmax. Et donc ça, la Vmax, c'est la km sur la pente. On a 0,834 x 10-6 mol par litre par minute, qui correspond à la vitesse maximale de l'enzyme F. Ensuite, question 5. Quelle est la vitesse initiale V0 de l'enzyme L? Donc là, c'est plus le même graphique, c'est le graphique 1 cette fois-ci. D'ailleurs, il y avait une erreur dans l'énoncé. La cinétique enzymatique, c'est bien le graphique 1 et non le graphique 2. Donc la vitesse initiale, ça c'est encore une formule à connaître. Vmax est égal à Vmax fois substrat divisé par le Km plus substrat. Et ici, donc on prend la Vmax, le Km, tout ça à part. On sait que le Km c'est 1,3 mol par litre. Il est donné sur le graphique. Et on sait aussi que le 48, qui est donné en ordonnée, c'est la Vmax divisée par 2. Parce que le Km, on rappelle que c'est la quantité de substrat qu'il faut pour atteindre la moitié de la vitesse maximale de l'enzyme. Donc, Vmax, c'est 48 fois 2. Et donc, au final, la vitesse initiale, c'est 96 fois 10-6. Le moins est décalé, c'est bizarre, mais voilà, fois 14,7, divisé par 1,3 plus 14,7. 14,7, il nous est donné dans l'énoncé, c'est la concentration de substrat. Et ça donne 88,2 fois 10-6 mol par litre par minute. Et c'est tout. Voilà. Et la dernière question, quelle enzyme devrait choisir Corentin pour aller plus vite? Donc, la Vmax de l'enzyme L, elle est donnée, donc c'est 48 fois 2, on l'a déduit de ce graphique-là. Et la Vmax de l'enzyme F, on l'a calculé tout à l'heure, c'était ici, c'était 0,834 fois 10-6 mol par litre par minute. Donc, c'est bien 96 fois 10-6 qui est supérieur à 0,834 fois 10-6. Donc, l'enzyme la plus rapide est l'enzyme L. Voilà.
Sinon, pour le mot de la fin, je vous apporte vraiment tout mon soutien. Le confinement, ça commence vraiment à être long pour tout le monde. C'est pas une période facile, mais le tutorat, on est vraiment là jusqu'au bout. Donc on vous oublie pas et des bisous, plein de bisous. Avec moi, on va faire le deuxième et le troisième exercice qui portent sur le métabolisme des glucides et le métabolisme des lipides. Donc, deuxième exercice, c'est donc sur le métabolisme des glucides. Donc, on a ici différentes voies métaboliques qui sont représentées avec en haut le glucose, en bas à droite le glycogène, en bas à gauche le pyruvate. Du coup, on voit du pyruvate vers le glucose une première voie métabolique, du glucose vers le pyruvate une deuxième voie du coup opposée. Même chose pour le glycogène, du glycogène vers le glucose on a la voie 4 et du glucose vers le glycogène on a la voie 3. Donc on va corriger les items ici. Donc question 1, concernant la représentation ci-dessus, cochez là où les réponses vraies. Donc item A, la voie métabolique 2 libère 2 ATP. Donc la voie métabolique 2, on voit ici, elle part du glucose, elle va vers le pyruvate. Donc cette voie-là, vous l'avez reconnue du coup, c'est la glycolyse. Donc on part du glucose et on libère du pyruvate. Donc au niveau des ATP, qu'est-ce qui va se passer? La glycolyse, c'est il y a 10 réactions, et ces 10 réactions, on peut les diviser en deux phases. Une première phase qui va consommer de l'ATP, et une deuxième phase qui va produire de l'ATP. Dans la première phase, du coup, les réactions 1 à 5, vous allez avoir une consommation d'ATP. Vous avez deux réactions irréversibles qui vont consommer de l'ATP. Donc la première et la troisième qui consomment chacune un ATP. Donc dans la première phase, on va avoir consommation de 2 ATP. Deuxième phase, donc des réactions 5 à 10, là on va avoir une production d'ATP. Alors, on rappelle que au milieu de la glycolyse, on va avoir le glucose, donc qui est dégradé en glucose 6-phosphate, glucose 1-phosphate, etc. Et après, on va avoir du glycéraldéhyde 3-phosphate et on va avoir deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Et à partir de là, toutes les réactions, elles se font en deux fois. Donc ce qu'il y a, c'est que dans la deuxième partie, on va avoir pareil deux réactions qui produisent un ATP. Sauf que ces deux réactions sont en deux fois. Donc on va avoir 2 fois 2 ATP, donc 4 ATP de produit. Et là, vous vous dites, ok, mais vu qu'on a consommé 2 ATP avant, on va avoir du coup 2 ATP de bénéfice. Donc libération d'ATP, c'est 4. Alors, vous n'avez pas tort, le bilan en ATP de la glycolyse, c'est 2 ATP. Pardon. Sauf que là, dans la question, on dit la voie métabolique 2 libère 4 ATP, et elle libère bien 4 ATP en tout, même si on a une consommation de 2 ATP avant. Donc cet système-là était bien vrai, la glycolyse, elle libère bien 4 ATP en tout. Item B, la voie métabolique 1 consomme du NAD+. La voie métabolique 1, elle est représentée du pyruvate vers le glucose. Du coup, c'est l'inverse de la glycolyse, donc c'est donc la néoglucogénèse, logiquement. Donc, est-ce qu'elle consomme du NAD+? Alors, on va regarder. Dans la glycolyse, donc on reprend la voie métabolique 2. Qu'est-ce qu'on produit? On produit de l'ATP, on produit des cofacteurs réduits et du pyruvate. Les cofacteurs réduits, ici, c'est le NADHH+. Du coup, ils sont réduits parce qu'il y a le HH+. Si à l'inverse on produit la même chose, bah ça marche pas. En fait, l'inverse d'une voie métabolique va produire l'opposé du composé. Je sais pas si je m'explique par exemple. On produit dans une première réaction du FAD+. Dans la réaction opposée, on va consommer ce FAD+, et du coup produire l'opposé de ce métabolite qui est le FADH2. Donc ici, c'est le même principe. Si dans la glycolyse, on va produire du NADHH+, dans l'opposé, on va consommer du NADHH+, et non pas du coup du NAD, on va plutôt produire du NAD+. Donc cette réponse-là était fausse. Item C, les métaboliques 1 et 2 sont opposés et exclusivement cytosoliques. Alors, donc, glycolyse et néoglucogénèse. Est-ce qu'elles sont opposées? Bah oui, on a le même réactif au début, le même à la fin, et les flèches qui vont dans le sens opposé, donc c'est bien des voies qui sont opposées. Maintenant, est-ce qu'elles sont toutes les deux exclusivement cytosoliques? Alors, elles sont toutes les deux cytosoliques, elles sont toutes les deux au moins une partie cytosolique, mais pas exclusivement. Donc, la glycolyse, elle est exclusivement cytosolique. Par contre, la néoglucogénèse, elle a ses premières étapes qui sont mitochondriales. Du coup, cet système-là est faux. Item D, la voie métabolique 4 est activée en présence de glucagon. La voie métabolique 4, on la voit sur la partie droite du schéma, elle part du glycogène vers le glucose. Du coup, on produit du glucose à partir du glycogène, et pour ça, on va couper le glycogène. Donc, c'est la glycogénolyse, lyse pour couper.
Donc, on produit du glucose. Est-ce que cette voie est activée par le glucagon? Hop, pardon, j'ai donné les réponses un peu tôt. Alors, le glucagon, c'est l'hormone qui est hyperglycémiante. Elle va permettre de retrouver la concentration en glucose normale. Du coup, là, vu qu'on reforme du glucose, eh ben oui, du coup ça marche. La voie métabolique 4 est bien activée en présence du glucagon, et non pas en présence d'insuline qui, elle, va activer la glycogénogénèse pour stocker le glucose qui arrive dans le sang un peu trop. Et dernier item, la voie métabolique 3 a pour intermédiaire l'UDP glucose. Donc la voie métabolique 3, c'est la dernière, c'est le glucose vers le glycogène, c'est la glycogénogénèse. Et elle a bien pour intermédiaire l'UDP glucose, ça c'est une question de cours assez classique. Donc voilà, les bonnes réponses du coup c'était A, D et E que je vous ai remis ici. Donc la voie métabolique 2 libère 4 ATP et en consomme 2. On fait donc un bénéfice de 2 ATP, mais on libère bien 4 ATP en tout. Donc ça c'était le petit piège à voir. Donc la voie métabolique 1, la néoglucogénèse, consomme bien du NADHH+, les voies métaboliques 1 et 2 sont opposées, sauf que la voie métabolique 1, la néoglucogénèse, possède des étapes mitochondriales et des étapes dans le réticulum endoplasmique. Item D, la voie métabolique 4, la glycogénogénèse d'active en présence de glucagon, l'hormone hyperglycémiante, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Item E, la voie métabolique 3 et la glycogénolyse. Ah, c'est une petite erreur, glycogénogénèse, pardon. Et a pour intermédiaire l'UDP glucose, qu'on appelle aussi le glucose activé. Donc voilà, ça c'était pour le premier exercice. Deuxième question, on va donner le bilan après oxydation maximale des voies métaboliques 1 et 2 en absence et en présence d'oxygène. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Vous avez donc aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, anaérobie, sans oxygène, la voie métabolique 1 et la voie métabolique 2. On rappelle que la voie métabolique 1, c'est, donc elle part du pyruvate vers le glucose, c'est la néoglucogénèse, et la 2, c'est l'inverse, la glycolyse. Du coup, correction. On va commencer par tout ce qui est par la néoglucogénèse du coup. Donc, en aérobie, la voie métabolique 1, qui est la néoglucogénèse, va consommer 6 ATP, 2 pyruvate et 2 NADHH+. Donc 2 pyruvate parce qu'évidemment on a produit 2 pyruvate grâce à la glycolyse, donc pour reformer du glucose il nous faut 2 pyruvate. 2 NADHH+, bah pareil, on a produit du NADHH+ dans la glycolyse, du coup pour reformer du glucose on va reconsommer ces NADHH+. Et 6 ATP. Alors aussi c'est la différence, en fait on va consommer plus d'ATP qu'on en produit avec la glycolyse, tout simplement parce qu'on va avoir des étapes qui sont mitochondriales qui vont demander plus d'énergie pour contourner les réactions irréversibles. Donc voilà, ça c'est le bilan de la néoglucogénèse en aérobie. Alors en anaérobie, ici c'est un peu particulier parce que sans oxygène, la néoglucogénèse ne peut pas se faire. Tout simplement parce qu'il y a certaines étapes qui sont mitochondriales, et du coup en fait la mitochondrie c'est le centre de la production d'énergie et de l'oxygène, et en fait sans elle, on ne peut pas avoir de néoglucogénèse, et sans oxygène, on n'a pas de mitochondrie, donc sans oxygène, pas de néoglucogénèse, tout simplement. Donc ça, c'était pour la néoglucogénèse. Pour la glycolyse maintenant, en aérobie. On va commencer par l'anaérobie d'abord. En anaérobie, donc la glycolyse va produire 2 ATP, 2 NADHH+, et 2 pyruvates qui ne pourront pas être oxydés dans la mitochondrie car on n'a pas d'oxygène ici. Donc quand il n'y a pas d'oxygène, donc en anaérobie, l'oxydation du glucose, ça s'arrête là. Et en général, en plus, le pyruvate il va être transformé en lactate pour être stocké dans les muscles. Si maintenant on a de l'oxygène, donc on a toujours nos 2 ATP qui sont directement produits, nos 2 NADHH+, qui sont produits aussi, et nos 2 pyruvates. Sauf que, déjà, on va avoir nos 2 NADHH+, qui eux vont pouvoir rentrer dans la mitochondrie et être oxydés par la chaîne respiratoire mitochondriale et produire de l'ATP. Donc pour un NADHH+, on produit 3 ATP. Donc on va avoir 2 fois 3 ATP produits. Le pyruvate. Donc là, le pyruvate, j'ai mis 2 fois 12 ATP parce que le pyruvate va être transformé en acétyl-CoA dans la mitochondrie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le pyruvate, il va prendre le complexe pyruvate déshydrogénase pour, donc, en plus de produire de l'ATP, se faire transformer en acétyl-CoA. Donc, on produit 2 ATP supplémentaires plus 2 acétyl-CoA. En milieu aérobie, les cofacteurs réduits ainsi que l'acétyl-CoA pourront être oxydés dans la mitochondrie et donc la dégradation du glucose va produire entre 36 et 38 ATP. Donc ça, c'est une fois qu'on a dégradé le glucose. On additionne les ATP qui sont là, ceux qui sont là, ce produit par l'acétyl-CoA, plus les deux qui sont produits, par la transformation du pyruvate en acétyl-CoA. Eux vont pouvoir être produits. Par contre, la différence, c'est que ceux qui sont produits ici, ils vont devoir entrer dans la mitochondrie en utilisant des navettes spécifiques. Donc vous avez la navette du citrate et la navette
navette glycérol phosphate, je crois. Je suis pas sûr de ça. Et en fait, ces navettes, si on utilise la navette du citrate, ça va être 3 ATP de produit parce qu'on va passer du NADH+ au NADH+. Si par contre c'est l'autre, on va passer du NADH+ au FADH2 dans la mitochondrie. Du coup, on n'a plus 3 mais 2 ATP qui sont produits. Donc c'est pour ça qu'on va avoir entre 36 et 38 ATP au final qui seront produits pour la dégradation du glucose total. Alors, quand on dit entre 36 et 38, c'est jamais 36 ou 38, c'est toujours un intermédiaire parce que selon les tissus de l'organisme, vous allez avoir plus ou moins de navettes qui seront présentes, et du coup ce sera plutôt un intermédiaire entre les deux, plutôt que spécialement 36 ou 38. Voilà, donc ça c'était pour ce tableau-là, j'espère que c'est assez clair, c'est un résumé en gros des bilans de la néoglucogénèse et de la glycolyse, que ce soit en anaérobie ou en aérobie, donc ça c'est un bon gros condensé de cours, donc à bien connaître. Donc ça c'était pour le premier exercice, enfin du coup le deuxième. On va passer à l'exercice 3. L'exercice 3 qui porte du coup sur le métabolisme des acides gras. Donc, ici on s'intéresse à la molécule suivante. Donc, vous avez un joli acide gras, donc on voit ici la fonction acide carboxylique et la longue chaîne carbonée, là ça doit faire tilt dans vos têtes. C'est un acide gras. Donc, première partie, ça va être la partie anabolisme. Donc, question 1, nommez cette molécule de deux façons différentes. Question 2, pour la synthèse de cet acide gras, faites le bilan en ATP, en acétyl-CoA et en cofacteurs nécessaires. Donc, on va commencer par nommer la molécule. Donc, on compte 14 carbones sur la molécule. 14 carbones. Donc, si vous comptez avec moi, on prend bien en compte le carbone de la fonction acide carboxylique, sinon ça ne fait pas 14, ça fait 13, et c'est pas bon. On constate qu'il y a une fonction acide carboxylique suivie d'une longue chaîne carbonée, qui est insaturée en l'occurrence, et on devine qu'il s'agit d'un acide gras. Donc, jusqu'à là, ça va. Comment on va la noter? Donc, on a 14 carbones, du coup, on va noter C14, comme ça, pour carbone 14, 14 carbones en gros, et deux petits points 0 parce qu'il n'y a pas d'insaturation. Donc 14 carbone, aucune insaturation, donc C14, deux petits points 0. Et donc il s'agit de l'acide myristique. Donc le nom de l'acide myristique, il n'est pas à connaître par cœur, hein, je vous l'ai mis parce que voilà, il était dans votre cours et c'est l'autre nom en gros de la molécule, mais il n'est pas à connaître du tout. Les seuls noms qui sont à connaître, c'est les acides gras qui sont essentiels, donc l'acide linoléique et l'acide linolénique. Donc voilà, donc en gros c'est oméga 6 et oméga 3. Question 2. Pour la synthèse de ces acides gras, faites le bilan en ATP, en acétyl-CoA et en cofacteurs nécessaires. Donc, pour l'acétyl-CoA, donc il nous faut 14 carbones apportés par l'acétyl-CoA, donc l'acétyl-CoA qui est une molécule à 2 carbones, pour former cette molécule. Donc on aura donc besoin de 14 divisé par 2 égale 7 acétyl-CoA, parce que du coup 7 fois 2 égale 14, il y a 2 carbones en acétyl-CoA, on commence à comprendre. Donc un pour initier la synthèse, et les autres seront transformés en malonyl-CoA et serviront à élonguer la chaîne par ajout de 2 carbones à chaque fois. En gros, vous allez avoir votre acétyl-CoA qui va initier la synthèse, et après on va avoir ajout des 2 carbones à chaque fois, mais eux ils proviendront du malonyl-CoA, qui lui-même provient de l'acétyl-CoA. Donc voilà, on aura besoin en tout de 7 acétyl-CoA. C'est ce qu'il faut retenir. Combien d'ATP nécessaire? Donc l'ATP, on va l'utiliser pour la carboxylation de l'acétyl-CoA en malonyl-CoA, ce qu'on vient de voir tout de suite. Donc, comme vu précédemment, on a besoin de 7 acétyl-CoA, donc 6 seront transformés en malonyl-CoA, donc on aura besoin de 6 ATP en tout, vu qu'à chaque fois on utilise un ATP pour la transformation de l'acétyl-CoA en malonyl-CoA. Voilà, donc 6 ATP, 7 acétyl-CoA. Au niveau des cofacteurs, donc le cofacteur qui sert à la synthèse de cet acide gras, c'est le NADPHH+. Donc attention, le NADPHH+, et pas le NADHH+, à bien différencier. Donc dans les 4 réactions de l'acide gras synthase, qui sont la condensation, la réduction, la déshydratation et encore une fois la réduction, les 2 réductions utilisent du NADPHH+. Donc à chaque ajout de malonyl-CoA, on va utiliser 2 NADPHH+. Et pour former du coup de l'acide myristique, on va ajouter 6 malonyl-CoA du coup, et on va utiliser 6 x 2, donc 12 NADPHH+, pour la synthèse du malonyl-CoA. J'espère que c'était assez clair. Retenez bien aussi les noms des réactions pour l'acide gras synthase, du coup condensation, réduction, déshydratation, réduction, qui sont bien à connaître par cœur. En fait, c'est des réactions qui vont tourner en boucle pour l'ajout de carbone à chaque fois. Voilà, donc le bilan c'est 7 acétyl-CoA, 6 ATP et 12 NADPHH+, pour la synthèse de cet acide gras. Voilà. Donc ça c'était pour l'anabolisme, on va passer maintenant au catabolisme.
Donc, troisième question, après action de l'acyle-CoA synthétase sur l'acide gras ci-dessus, on va dégrader la molécule. Question A, nommer le mécanisme de dégradation des acides gras. Question B, quelles sont les 4 réactions utilisées en boucle. Et question C, faire le bilan en ATP en cofacteur réduit après dégradation totale de l'acide gras. Donc, là, le mécanisme de dégradation des acides gras. Donc, le catabolisme des acides gras est mitochondrial et on appelle ce mécanisme la bêta-oxydation. Donc ça, très important à connaître, la bêta-oxydation, c'est la dégradation des acides gras, qui est mitochondriale. Quelles sont les 4 réactions utilisées en boucle? Donc les 4 réactions de la bêta-oxydation, c'est oxydation, hydratation, oxydation et thiolyse. Donc encore les 4 réactions à bien connaître par cœur. Et le bilan en ATP et en cofacteur réduit après dégradation totale de l'acide gras. Donc là, je vous ai fait un petit tableau qui vous permet de savoir donc, combien de tours de hélice on aura besoin pour l'acide gras, combien d'acétyl-CoA produit, combien de FADH2 produit et combien de NADHH+ produit. Et je vous ai mis en dessous du coup le bilan en ATP par molécule produite. Donc, si on prend un acide gras qui a un nombre de carbone pair et qui est complètement saturé, donc c'est le cas du coup de notre acide gras, donc acide myristique, 14 carbone c'est bien pair et il est saturé. Donc on va avoir de N-2 divisé par 2 tours d'hélice. C'est-à-dire que on prend N c'est le nombre de carbone, donc 14. On enlève 2, donc ça fait 12, et on divise par 2. Et on trouve du coup le nombre de tours d'hélice. Donc N-2, donc 14-2, 12 divisé par 2, 6, ça fait 6 tours d'hélice. Donc on aura besoin du coup de 6 tours pour dégrader entièrement cet acide gras. Ensuite, donc, ça c'est la base, on a le nombre de tours d'hélice. Le nombre de molécules d'acétyl-CoA produit, on fait T plus 1. Donc le nombre de tours, 6 plus 1, ça fait 7 acétyl-CoA produits. Le nombre de FADH2, il est égal à T, donc à 6, du coup, 6 tours. Et le nombre de NADHH+, est égal aussi à T, qui est également 6. Donc on aura 6 NADHH+, 6 FADH2 et 7 acétyl-CoA. Donc ça, en fait, ce tableau-là, c'est vraiment pour, si vous avez du mal à interpréter le cours, c'est vraiment vous apprenez ça par cœur, vous prenez un acide gras et ça marchera tout le temps. Donc ça, c'est par contre, faites attention à ce que ce soit bien un nombre de carbone pair et saturé. Si le nombre de carbone il est impair, il y aura des choses différentes. S'il est saturé, etc., il y aura des choses différentes aussi. Donc, mais globalement, on demande souvent un nombre de carbone pair et complètement saturé. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on commence par calculer le nombre de tours d'hélice nécessaires. Donc c'est ce qu'on vient de faire. N-2 divisé par 2, 14-2, ça fait 6 tours d'hélice. Le nombre d'acétyl-CoA, c'est ce qu'on a fait aussi. 6 plus 1, 7. Le nombre de cofacteurs, donc T6, T6, donc voilà. Ça, c'est le résumé de ce que je viens de faire là. Du coup, maintenant, on va voir le bilan en ATP pour la dégradation complète de la molécule. Donc, on a 7 acétyl-CoA qui vont donner chacun 12 ATP, donc 7 x 12, 84 ATP. FADH2, le FADH2 donne 2 ATP, donc 6 x 2, 12 ATP. Et le NADHH+, alors ici c'est du HH+, hein, pas du PHH+. Le PHH+, c'est pour l'anabolisme, pour le catabolisme, c'est du NADHH+, classique. Qui vont donner chacun 3 ATP, d'où 6 x 3 égale 18 ATP. Ce qui nous donne pour la dégradation de l'acide myristique 84 plus 12 plus 18 qui nous donne 144 ATP produits pour la dégradation de cet acide gras. Alors attention, petite précision, ici je vous ai mis dans la consigne au début, hop, je remets ça, après action de l'acyle-CoA synthase. L'acyle-CoA synthase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend notre molécule et elle va l'activer. C'est-à-dire qu'elle va consommer 2 ATP pour transformer l'acide gras en acyle-CoA. Donc, ici, on part directement d'un acyle-CoA. Du coup, on n'a pas besoin de corriger ça. Donc, c'est bon, c'est bien le nombre d'ATP produits pour la dégradation. Par contre, si on était parti de base d'un acide gras, tout simplement sans l'activer, il aurait fallu corriger de 2 ATP le bilan total et du coup enlever 2 ATP parce que l'acide gras n'était pas activé. Du coup, il faut forcément l'activer pour qu'il rentre dans la mitochondrie. Je ne sais pas si c'est très clair. En gros, voilà. Ici, vu qu'il était déjà activé, il n'y avait pas de piège, donc on garde le nombre d'ATP produits. Mais si vous n'avez pas cette précision-là en début d'exercice, donc après action de l'acyle-CoA synthétase, il aurait fallu corriger de 2 ATP, et du coup, on n'aurait pas eu 114, mais 112 ATP produits. Voilà. Donc, c'est tout pour ces deux exercices-là. J'espère que c'était assez clair. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser à n'importe quel moment, aucun souci. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite de l'ARMA, et je vous souhaite un bon courage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction de l'exercice numéro 4 de l'ARMA de Bioche pour les LAS Bio.
Donc c'est un exercice un exercice type sur une réaction du cycle de Krebs. Donc je vous lis l'énoncé, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Ce giga-BG de Coco souhaite étudier une réaction du cycle de Krebs. Cependant, il venait de faire un match contre le SMC Caen. Il s'endort donc devant ses travaux et oublie de détailler son compte rendu. Voici ce qu'il a noté. Donc là, on vous donne l'énoncé type de ce genre d'exercice, c'est-à-dire on vous donne la réaction, le nom en quelque sorte de l'enzyme qui la réalise, et on vous donne les valeurs les constantes de la réaction, ainsi que les concentrations des substrats et des produits. Donc là ici vous avez toutes les valeurs nécessaires pour répondre à toutes les questions, ce qui est logique. Donc la question 1, quel est le nom de l'enzyme E? Donc pour répondre à cette question là, il faut regarder la réaction. Donc ici on a une enzyme qui permet de passer du succinate et du FAD+, à du fumarate avec du FADH2. Donc c'est une réaction du cycle de Krebs. On a une réduction du FADH, enfin du FAD+, pardon, en FADH2. Donc si on regarde dans le cycle de Krebs quelle étape ça correspond, c'est une étape qui est faite par l'enzyme qui se nomme la succinate déshydrogénase. Voilà. Donc là c'est du cours malheureusement, c'est bête et méchant. Voilà. Alors ensuite on vous demande, est-ce une réaction exergonique ou endergonique? Donc là pour le coup, c'est un peu plus compliqué que du cours parce qu'il va falloir utiliser des formules qui sont hyper importantes qui permettent de trouver la valeur de la delta G. Donc c'est la variation d'énergie libre. Donc en soi c'est pas très important de savoir ce que ça signifie, mais c'est important de comprendre ce que c'est. Donc on vous rappelle la formule pour trouver cette delta G, c'est-à-dire que delta G c'est égal à delta G0 prime, donc la variation d'énergie libre standard, plus RT, donc on vous les donne ici et ici, fois ln des la concentration des produits sur la concentration des substrats. Donc on vous dit que toutes les données sont dans l'énoncé, donc ça c'est logique, mais un truc hyper important, attention aux unités. Effectivement c'est giga important, il y aura souvent des pièges sur les conversions, donc soyez hyper vigilants sur les valeurs que vous entrez dans les formules. Donc là on vous donne delta G0', on voit que c'est égal à 1,126 kcal par mol. Sauf que tout le reste, par exemple le R, c'est en calories tout court, pas en kilocalories. Donc par simplicité, on va mettre tout en calories. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir 1,126, on a 1126. Voilà, c'était la petite conversion à faire. Mais sinon, tout le reste, vous écrivez comme ça et on obtient moins 0,89 calories par mol. La valeur de delta G est négative, donc la réaction va être exergonique, c'est-à-dire qu'elle va libérer de l'énergie. Donc elle est favorisée thermodynamiquement. Donc question 3, en déduire si cette réaction est spontanée ou non. C'est une propriété de la delta G, mais c'est aussi assez logique. La réaction va être spontanée parce qu'elle n'a pas besoin d'apport énergétique pour avoir lieu. Donc voilà, vu qu'elle dégage de l'énergie, elle est spontanée. Voilà. Et ensuite, on vous demande calculer la constante d'équilibre, donc K à l'équilibre, de cette réaction. Donc pour ça, il y a toute une simplification à faire. En fait, à l'équilibre, delta G, ici, il vaut 0. Donc vous pouvez transformer cette équation ici en disant que K à l'équilibre, c'est la valeur, c'est les concentrations à l'équilibre des produits et des substrats. Mais ça, de toute façon, c'est juste vous remplacer K par cette expression-là. Et du coup, vous simplifiez et vous obtenez cette formule-ci. Voilà, c'est assez logique. Si ça vaut 0, vous passez RTLN machin, RLN de K du coup, à gauche, et ça vous fait delta G0 égale moins RTLN de K. Donc ensuite, on retransforme pour avoir la valeur de K. On obtient donc exponentielle de delta G0 sur moins RT. Donc, encore une fois, faites bien attention à vos transformations d'équations, ça peut tout changer. Et ensuite, vous rentrez les valeurs, il n'y a pas de conversion à faire, à part voilà, faire bien attention à bien exprimer les calories en kilocalories ou l'inverse, mais juste avoir une seule unité quoi. Donc pour K, vous obtenez la valeur de 0,150. Donc voilà, bon courage à vous pour la suite des exercices et bon courage à vous pour la suite de l'année. Gardez espoir, c'est bientôt les vacances, donc vous allez pouvoir vous reposer. Bon courage à vous, au revoir.
Coucou tout le monde, du coup maintenant on va passer à la correction de l'exercice 5, donc sur la phosphorylation oxydative. Donc dans l'énoncé, on vous dit qu'on a mis des mitochondries en présence de différents éléments et on vous donne le potentiel redox standard de ces éléments. Donc le potentiel redox standard du FAD-FADH2, il est de plus 0,05 volts. Celui du O2H2O, il est de plus 0,83 volts. Celui du NAD+, NADH+, il est de moins 0,32 volts. Puis celui du fumarate succinate, il est de plus 0,03 volts. Et enfin celui de l'ubiquinone ubiquinol, il est de plus 0,045 volts. Ensuite, on vous donne la constante de Faraday, qui est égale à 23,06 kcal par volt moins 1 par mol moins 1. Et on sait que pour synthétiser une molécule d'ATP, le delta G0', il est égal à 8 kcal par mol moins 1. Du coup, on va pouvoir passer à la première question. Donc, on vous demande quels sont les métabolites nécessaires à la synthèse d'ATP par la chaîne mitochondriale et combien produisent-ils d'ATP. Donc, c'est très important de savoir répondre à cette question. Donc, on va y répondre. Les métabolites nécessaires à la synthèse d'ATP par la chaîne mitochondriale sont le FADH2 et le NADH+. Et le FADH2, il est à l'origine de 2 ATP, alors que le NADH+, il en engendre 3. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir compris ces éléments-là pour pouvoir répondre aux questions. Donc pour la question 2, on vous demande comment reconnaît-on un composé oxydant d'un composé réducteur. Donc ça va vous aider si vous êtes capable de reconnaître un composé oxydant d'un composé réducteur pour pouvoir répondre aux questions après. Donc un composé oxydant, il faut savoir qu'il a un potentiel redox standard supérieur à 0, donc il sera capable de capter des électrons. Et au contraire, un composé réducteur, il aura un potentiel redox standard inférieur à 0, donc il cédera plutôt ces électrons. Donc l'oxydation, ça revient à perdre des électrons, et la réduction, du coup, on gagne des électrons. Donc l'oxydant, c'est la forme oxydée du couple, et lors d'une réaction d'oxydoréduction, il va être réduit. Et le réducteur, lui, c'est la forme réduite du couple, et lors d'une réaction d'oxydoréduction, il va être oxydé. Donc par convention, donc dans le langage international, on note l'oxydant à gauche en premier et le réducteur en deuxième à droite. Et donc ça nous donne la notation qui est notée sur le diapo. Donc ensuite, on vous demande de calculer le nombre de moles d'ATP produites si on fait le transfert de 2 électrons avec un rendement de 100% entre O2 et NADH+. Donc pour ça, on utilise les mêmes formules que tout à l'heure. Donc delta G0' égale à moins le nombre d'électrons transférés fois la constante de Faraday fois le potentiel redox standard. Et le potentiel redox standard est égal au potentiel redox standard de l'oxydant moins le potentiel redox standard du réducteur. Donc là, l'O2, ça va être l'oxydant et le NADH+ le réducteur. Mais d'abord, on va commencer par calculer la différence de potentiel redox standard. Donc l'O2, son potentiel redox vaut 0,83, donc on va additionner avec le NADH+, puisque ça fait moins et moins, puisque c'est moins 0,32. Et du coup, ça va nous donner 1,15 volts. Ensuite, on calcule le delta G0', donc on a 2 électrons qui sont transférés, donc ça fait moins 2 fois la constante de Faraday, 23,06, fois le résultat qu'on a trouvé au-dessus, donc 1,15, et ça va nous donner moins 53,04 kcal par mol moins 1. Donc ensuite, pour trouver le nombre d'ATP, on va diviser le résultat du delta G0' par 8, ce qui va nous donner 6,63, et on arrondit à l'entier inférieur, donc on va avoir 6 ATP. Après, la question 4, on vous demande de calculer le nombre de moles d'ATP produits si on fait le transfert de 2 électrons entre le fumarate et le NADH+, sachant que l'énergie est libérée sous forme de chaleur représente 40% de l'énergie libérée par la réaction. Donc, on utilise toujours les mêmes formules. Cette fois, l'oxydant, ça va être le fumarate et le réducteur, le NADH+. Donc, on va remplacer, ça fait 0,03 plus 0,32, ce qui va nous donner 0,35 volts. Ensuite, on va calculer le delta G0'. Donc, on a toujours 2 électrons qui sont transférés, donc moins 2 fois 23,06
fois 0,35, ce qui va nous donner moins 16,142 kcal par mol. Et dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a 40% qui est libéré sous forme de chaleur, donc on va utiliser que 60% pour former de l'ATP. Donc on va reprendre le delta G0', donc 16,142, qu'on va multiplier par 0,6, donc 60%, et on va diviser le tout par 8, donc le nombre d'ATP, et ça va nous donner 1,21, donc on arrondit à l'entier inférieur toujours, et ça va nous donner du coup une mole d'ATP qui va être produite. Voilà, bah c'est fini pour l'exercice, alors je vous souhaite bon courage, lâchez rien, c'est bientôt fini. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, on sera ravis d'y répondre. Voilà, bon courage!